à la Royale Fédération colombophile belge. Kievrin légèrement nuageux, bonne visibilité calme, le lâcher interprovincial à 9h. Yeah! Allez les gamins, on va jouer. Allez. La colombophilie est mal connue du grand public, avant tout parce qu'elle se savoure au colombier et s'exprime le plus souvent au local colombophile entre initiés. Dès le début août, le pigeon commence sa mue. Il doit remplacer plus ou moins 95% de son plumage. La mue se termine entre le 1er octobre et même fin décembre, suivant que les pigeons ont eu un nid ou pas. Le nid conditionne la vitesse de la mue, parce que lorsque le pigeon a des jeunes, la mue stoppe, c'est-à-dire que la nature est très bien faite. Elle permet aux pigeons d'aller chercher la nourriture pour le jeune. Elle assure à ce moment-là une aile la plus complète possible. On peut voir chez certains pigeons l'orifice de l'oreille. Lors de la mue, le besoin en énergie augmente très fort. C'est pour ça que les colombophiles donnent des mélanges adaptés, riches en graisse, riches en protéines. Mais malgré tout, on y ajoute 10% d'orge, une graine que le pigeon n'apprécie pas d'une façon extraordinaire, pour que le pigeon ne s'engraisse pas. Parce que la mue doit se faire dans les meilleures conditions. S'il n'a pas bien mué, votre saison est cuite pour l'année d'après. Bon, nous, on fait un schéma qu'on a au vétérinaire pendant 6 semaines pour leur donner un coup de main pour muer, pour avoir une belle mue. Depuis l'âge de 4 ans avec mon papa, j'ai toujours été dans les pigeons. Et mon grand-père m'a toujours dit, petit gamin, les prix, c'est dit en pleine saison qu'on les fait. Il me dit, c'est tout dit en hiver, il faut toujours rien négliger. C'est en hiver qu'on fait des prix, il m'a toujours dit. Beaucoup de colombophiles ajoutent pendant cette période des quantités assez importantes de vitamines, de compléments alimentaires. Chacun fait selon un petit peu ses désirs, ses moyens. Je suis colombophile moi-même, donc rien qu'en ayant le pigeon en main, on sait déjà avoir une bonne idée. Est-ce que le pigeon est en bonne condition, en mauvaise condition, le plumage est bon, le plumage n'est pas bon. On sait contrôler déjà tout ce qui est au niveau respiratoire, l'état de la gorge, des yeux, du nez, etc. Ensuite, on fait un frottis de gorge, là pour contrôler la trichomoniase, donc les parasites au niveau de la gorge, et on sait voir également des problèmes respiratoires. On a fait une analyse des fientes des pigeons, donc pour voir au niveau parasitaire, comme j'ai dit, la coccidiose, les vers, les mycoses. On peut, en cas de problème, faire des examens complémentaires, donc par exemple des bactériologies. Ici, au niveau maladie, il y a énormément de maladies, évidemment, comme dans chaque espèce animale. Les plus courantes sont la trichomoniase, ce sont des parasites au niveau de la gorge. Vous avez des problèmes parasitaires au niveau intestinal, comme les vers, qui sont présents dans toutes les espèces animales. La coccidiose, des mycoses. Donc ça, ce sont des problèmes courants au niveau des pigeons. Aussi beaucoup de problèmes respiratoires. Mais ça, c'est plus en période de concours. À cause du temps, les pigeons doivent revenir des fois dans la chaleur ou inversement, le temps est froid. Donc ils peuvent attraper plus facilement des problèmes au niveau respiratoire. Donc ça, c'est un petit peu une partie des maladies en fait, les plus fréquentes chez le pigeon.
La femelle pond un premier œuf qui sera suivi d'un second 2 jours plus tard. Au début, les parents nourrissent avec du lait de jabot. Riche en graisse et en protéines, il est régurgité dans le bec du pigeonneau par la mère et par le père, car tous deux participent au nourrissage. Le pigeonneau va être muni d'une bague matricule, véritable carte d'identification personnalisée. Ce bagage s'effectue à partir du 7e jour environ. Son poids, qui est de 10 à 12 grammes à la naissance, passe à 350 grammes environ après un mois. Même s'il fait chaud ou bien s'il ne fait pas chaud, je nettoie mes pigeonniers le matin et le soir. Et il y a des amateurs qui laissent des fientes dans les pigeonniers. Moi, je ne sais pas voir ça. Je dis, Les soins sont importants et ils doivent être faits tout au long de l'année. Aujourd'hui, la tâche est grandement facilitée par les produits complémentaires vendus par des laboratoires sérieux où il y a des vétérinaires qui ont fait des expériences sur les pigeons. En complément des soins généraux aux pigeons, l'amateur sérieux s'occupera à donner des bains d'une façon régulière. Ça lui permet de nettoyer son plumage et d'une chose importante, ça nettoie les pattes et ça nettoie surtout l'interstice entre la bague et la patte et éviter que des peaux mortes s'y glissent et avoir des gonflements de pattes et une série d'inconvénients. Celui qui veut se constituer un colombier ou l'accroître peut s'adresser à d'autres colombophiles. Il peut également se rendre à un marché aux pigeons, comme celui qui se déroule sur la place de Lierre chaque dimanche matin de janvier à avril. On peut aussi acquérir des pigeons auprès du centre d'élevage natural dans la région d'Anvers. Le centre de Skemaker est la plus ancienne et la plus importante des stations d'élevage de pigeons voyageurs au niveau mondial. Il y a encore les ventes aux enchères pratiquées au départ de sites internet spécialisés, sans oublier celles qui se déroulent en divers endroits. Offre par internet pour le numéro 7 275 275 et j'ai 275 pour Lady Bliksem 275 275 et j'ai 275 une fois 275 deux fois. Tout le monde est d'accord avec 200 et j'ai 300. Et j'ai 300 pour le numéro 7. Et j'ai 300 € une fois, j'ai 300 € deux fois pour Lady Bliksem. Personne n'a dit plus que 300. Vendu, 300. La genèse de la colombophilie, elle se situe pour moi en tout cas dans les pays orientaux, c'est-à-dire les pays le long de la Méditerranée, les pays arabes, mais qui n'étaient pas arabes à l'époque, et elle est très lointaine en réalité. Il n'y avait pas cette notion de colombophilie, de compétition, de vitesse, de fond entre les pigeons. On avait des pigeons pour quoi ?
avant pour l'agrément. Et en Orient, on avait aussi des pigeons pour communiquer. Et dès lors, il fallait avoir des relais très rapides pour transmettre les ordres militaires. Et c'est là la genèse réelle de la colombophilie, c'est-à-dire que c'est là où on s'est aperçu que les pigeons ont cette qualité magnifique de revenir où ils ont été adouis, donc où ils ont été nourris, où ils sont nés, et de revenir le plus vite possible, et aussi de connaître leur chemin. On sait aussi qu'ils peuvent avoir des pointes de 120-130 km/h, donc c'est absolument inégalable. À l'époque, il n'y a aucun message qui peut se véhiculer aussi vite. Les Égyptiens partaient en guerre avec des cases de pigeons. On a retrouvé des hiéroglyphes où on voit très très bien des cages avec des pigeons dans les cages. Donc l'armée partait avec des pigeons et ainsi donnait des nouvelles du front. La colombophilie militaire, chez nous, se met en place à la fin du XIXe siècle. Il y a des pigeons soldats dans les positions fortifiées d'Anvers, où se trouve le colombier central de l'armée, à Liège, à la citadelle de Liège et à la citadelle de Namur. Quand la guerre éclate, plus question de jouer à pigeons. Celui qui a des pigeons est suspect d'espionnage. Quand la TSF est défaillante, ce sont les pigeons qui prennent le relais pour porter des messages de première importance depuis les tranchées, depuis le front, vers le quartier général. Il se fait que le vaillant est le plus connu. Pourquoi ? Parce que le commandant Raynal a survécu à la guerre, qu'il a eu le loisir de raconter son histoire. Sylvain Raynal était à un moment donné bloqué dans le fort de Vaux, complètement assiégé sous les gaz asphyxiants. Il a lancé un SOS par pigeon voyageur et son pigeon, malgré qu'il était à moitié asphyxié, a volé droit vers la citadelle de Verdun pour prévenir de la situation désespérée dans laquelle était le fort de Vaux. Alors il y a eu aussi Cher Ami. Cher Ami ou Bel Ami, d'après certaines sources, était un pigeon qui appartenait à un amateur britannique qu'il a évidemment offert, comme beaucoup l'ont fait par patriotisme, et qui a servi notamment à l'armée américaine. Au cours d'une de ses missions, Cher Ami a perdu une patte. Alors les soldats américains reconnaissants lui ont confectionné une patte de bois, et quand il est mort, on l'a empaillé, et maintenant c'est la gloire. Il fait partie des collections du Smithsonian, tout comme le vaillant du commandant Raynal. Quand il est mort, on l'a empaillé, et il est toujours visible à la forteresse du Mont Valérien, à Suresnes, où se trouve à la fois un musée de la colombophilie et le dernier colombier militaire national d'Europe. On ne parle jamais des pigeons belges, et pourtant il y a eu des héros belges, sans doute parce que, notamment, le pigeon de Roulers, c'est celui qui l'a lâché, le major Sab, est mort au combat. Et puis, il y a eu le pigeon soldat Jacques. Le pigeon soldat Jacques, lui, a sauvé des vies humaines au Mont Kemmel. Le pigeon a de tout temps été au service de la presse chez nous, du moins, on le sait avec certitude, dès le XIXe siècle. Il y a des exemples comme Louis Quiévreux, l'écrivain et journaliste. Le fait d'être multilingue lui avait valu que la dernière heure, sa rédaction lui installe un poste de radio chez lui. C'était très rare à l'époque dans l'entre-deux-guerres. C'était encore quelque chose qui coûtait cher. Et il comprenait l'allemand. Il avait donc pour mission notamment d'écouter les postes de radio allemands, les informations sportives, les commentaires, les noter et les envoyer par pigeon à la rédaction à un point tel qu'il a dû installer un petit colombier dans son grenier. Robert de Smet m'a raconté aussi que dans l'entre-deux-guerres, et il en était, on partait avec un petit panier de pigeons quand on allait faire le reportage d'un match de football. Et chaque tir au but était marqué par quelques battements d'ailes. C'était les journalistes sportifs qui lâchaient leurs pigeons avec la nouvelle du tir au but qui arrivait à la rédaction, parfois avant le tirage d'une dernière édition. La préparation à la compétition est un exercice quotidien et l'apprentissage commence tôt. Une fois leur capacité physique suffisamment développée autour du pigeonnier, l'entraînement sur l'orientation peut débuter. Les premiers lâchers se feront sur des distances courtes et ensuite de plus en plus éloignées du pigeonnier.
Jamais ma famille n'a souffert que je joue à pigeon. Je ne suis pas timoré par l'heure de soins. S'il vient quelqu'un, je ne quitte pas la table pour mes pigeons. J'essaye de vivre en famille et mes pigeons sont là et je les aime, mais bon, ils n'envahissent pas ma vie. L'année dernière, j'ai fait une très mauvaise année colombophile. Je n'ai presque pas fait de prix et pourtant je me suis amusé. En 1910 est constituée la Fédération colombophile belge sous la présidence de Jules Janssens. Parmi ses missions, la protection du pigeon voyageur de sport, la promotion du sport colombophile et la réglementation relative au concours. Car pour nos colombophiles, la finalité de l'élevage du pigeon consiste bien à participer à des concours, aussi bien sur des courtes distances que sur les plus longues, dont le mythique et prestigieux Barcelone, organisé par la société Kuregem Centre. Il y a la vitesse, ce sont des concours qu'on peut dire de 40 km jusqu'à 200. Il y a des concours demi-fond qui sont des concours de 250 jusqu'à 350 ou plus 500. Et il y a des fonds et les grands fonds qui sont des concours plus de 500. Les colombophiles belges ont toujours été extrêmement pointilleux, sourcilleux et très perfectionnistes. Et ils ont créé cette race de pigeons qui est capable de défier le temps et l'espace. Parce que bon, les pointes que les pigeons font actuellement au niveau des concours, l'intérêt du concours est aussi de mesurer cette performance des pigeons. Bon, il est évident qu'en 200 ans, ces pigeons, grâce au management des colombophiles belges, ont terriblement évolué. En 1957, le club de Fond Wallonie lance un pari audacieux pour l'époque, à savoir un concours au départ de Marseille. Le concours de Marseille a été fondé par mon père Albert Stockley, qui était président du club de Fond Wallonie, dans un but de rapprochement entre les colombophiles allemands et les colombophiles belges. Et puis cette amitié s'est agrandie, s'est approfondie. Les Néerlandais sont venus, les gens du nord de la France. Donc nous avons ici des pigeons allemands, belges bien entendu. Le nord de la France, pour autant qu'ils aient une distance d'au moins 675 km. Les Hollandais, les Anglais et les Luxembourgeois. Chaque pigeon participant est bagué et enlogé dans les sociétés prévues pour ces opérations. L'électronique a révolutionné l'arrivée des pigeons. Avant, le pigeon était muni d'une bague en caoutchouc. Lors de l'arrivée du pigeon, l'amateur devait prendre le pigeon en main, lui ôter sa bague, la mettre dans une petite boîte et constater manuellement. Aujourd'hui, l'amateur se rend au local colombophile avec cet appareil. Lorsqu'il enloge ses pigeons, l'appareil est branché sur un appareil beaucoup plus grand qui reprend les différents amateurs, qui reprend le concours. L'amateur revient du local, les pigeons sont partis, il met son appareil en mode constatation. Cet appareil recherche les antennes. Vous avez ici une antenne, j'en ai une autre dans l'autre colombier. Et lorsque le pigeon va arriver, il est muni de cette bague électronique. Le pigeon va passer sur l'antenne et vous aurez à ce moment-là la constatation. Voilà, vous avez entendu le type. Le numéro de bague apparaît et l'heure d'arrivée du pigeon. L'amateur, lorsqu'il a fini de constater ses pigeons, retourne au local colombophile, où là, il y aura une lecture du contenu et ensuite le classement sera établi sur la base de ces appareils. Après l'enlogement, le colombophile reçoit également un constateur vérifié par un régleur et scellé pour éviter toute fraude. Le lendemain, de bonne heure, nous retrouvons l'ensemble des pigeons à Wavre. Quelques personnes s'affairent au contremarquage qui consiste à estampiller l'aile de chaque pigeon. Il s'agit là d'un contrôle supplémentaire pour éviter des fraudes.
Lors du premier concours, le samedi 3 août 1957, 3185 pigeons furent lâchés à 6h08 de la gare d'Aubagne. La victoire revint aux pigeons d'Augustin Euven, un colombophile de Pont-de-Loup, près de Charleroi. Cette année, donc, nous sommes à la 60e édition. Donc ici, 60e édition, retour aux sources, c'est-à-dire sur l'esplanade de Mussem qui se trouve à un jet de pierre du vieux port où on avait lâché les pigeons les premières années. Bon, alors moi, mon travail consiste à regarder si tous les paniers sont plombés, le nombre de paniers qu'il y a dans les camions, le nombre de pigeons par panier, et de regarder s'il n'y a pas des pigeons malades à travers, s'il n'y en a pas qui sont morts, qui, on ne sait jamais pendant le transport. Voilà, ici il fait bon, hein, donc on est prêt, hein, ça va? Marseille, beau, bonne visibilité, vent de nord-ouest faible, les convoyeurs lâchent à 7 heures. 1 minute. Ce concours s'adresse uniquement aux vieux pigeons pour la Belgique, tandis que pour les autres pays, les yearlings peuvent participer. C'est une discordance entre les souhaits des uns et des autres qui provoque certaines discussions parfois. Donc uniquement des vieux pour la Belgique. Alors quand on dit des vieux, il y a évidemment des femelles et des mâles. Les femelles étant parfois plus performantes que les mâles sur la distance et en cas de concours difficile. Cette année, 9383 pigeons se sont envolés de Marseille. Nom de Dieu, Brian! Allez, gamin, allez, allez, allez! Heures 53. Voilà. On va contrôler. Voilà. Allez. 34, 27. 34, 27. Contre-marque. 11,54. 54, voilà. Allez, gamin, on arrive au femelle. Oui, alors ici c'est du Mousseau Provencelli, j'ai un pigeon de Marseille. Oui. En 20h58. 53, pardon. Numéro de bague, c'est 3427. Ouais. Et la contre-marque, c'est 1154. Ouais. Ça va. Et combien annoncé? Deuxième. Ça va, merci. Tantôt. Bien, deuxième, c'est bien, hein. Lorsque les opérations de vérification sont terminées, arrivent les résultats. Dans ce domaine aussi, l'informatique a pris une place non négligeable. Le vainqueur belge de cette 60e édition est un pigeon d'André de Reyck de Hers-sur-Meuse, près d'Astières. Là, le premier national de Marseille. Ce pigeon a volé pendant 12h40, parcourant une distance de 764 km à la vitesse d'un peu plus
d'1 kilomètre à la minute. Le père du pigeon, c'est un pigeon que j'ai reçu d'un ami. Et la mère, c'est une femelle que j'ai reçue d'un autre ami. Et j'ai élevé avec ça depuis des années, qui sont dans mon pigeonnier de producteur, que je n'ai jamais joué. Et j'ai élevé mon premier national de Marseille. Mais que les autres jeunes ne sont pas à leur coup d'essai non plus. J'ai déjà eu pas mal de jeunes qui sont tombés dans des autres concours, pas si tôt, mais qui font de super résultats. J'ai fait 15e national à Orange avec des descendants de cette sorte-là. C'est le pédigré de l'amitié. Diverses soirées ponctuent la période des concours. Elles mettent en évidence les colombophiles qui se sont particulièrement distingués au cours de la saison écoulée. Ils reçoivent des prix destinés à récompenser les belles performances accomplies par leurs pigeons dans les différentes compétitions. Avec l'évolution, les concours vont de plus vite en plus vite. Avec ce qu'on leur donne, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est ça qu'il faut, des bons pigeons. Il faut absolument soigner autrement que du manger et de l'eau. Ou sinon, on n'est plus dedans, on n'est plus dans le concours. Donc il faut de bons pigeons. Il faut donner beaucoup et il y a beaucoup de chance. Il faut 30-40% de chance aussi. Alors il faut jouer, on joue ça avec le vent. Il y a le vent qui joue aussi. Depuis très longtemps, le système d'orientation du pigeon fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques. Certaines expériences suggèrent un système d'orientation reposant sur des éléments magnétiques et infrasoniques ainsi que sur l'odorat et une vision à 300 degrés, sans toutefois pouvoir déterminer le degré d'importance de chacun de ces éléments. En fait, le pigeon utiliserait d'une part différents moyens mis à sa disposition par la nature, d'autre part des données acquises, fruit notamment d'un patient apprentissage. Il n'en reste pas moins vrai que le système d'orientation du pigeon est particulièrement complexe et qu'aujourd'hui encore, son mystère reste entier. Cambrai, 7h28, nuageux à beau, bonne visibilité, vent très faible d'ouest. Les premières émissions colombophiles sont diffusées à Pâques 1929. Elles ont été fondées par un monsieur Albert Warzé, qui est un authentique colombophile de Jette, qui est organisateur de concours nationaux, et c'est lui qui a organisé le transport des pigeons par avion vers Barcelone. Alors à l'époque, on dispose des prévisions du temps de M. Brouillard, de l'IRM. En 1967, quand j'entre toute jeune à la RTB, alors elles sont assurées par Max Renard. C'est une voix emblématique de l'INR. Et puis il y a le très impressionnant Félix Once, tout aussi impressionnant que Max Renard, directeur général de la Royale Fédération colombophile belge, sous les auspices de laquelle sont organisés les communiqués colombophiles. Par la suite, Max Renard va céder le flambeau à Eddy Clérambourg. Là, je suis sa doublure. Et lorsqu'Eddy Clérambourg décide d'arrêter les communiqués colombophiles, parce que c'est quand même fort lourd, on fait ça en plus de notre travail, il me demande de le remplacer. Alors là, je suis mère de famille, je demande tout de suite à Nicole Laurent, mère de famille elle aussi, si elle est d'accord de travailler en tandem avec moi, et elle est d'accord. La RFCB, qui paye pour la diffusion des informations colombophiles, décide de mettre un terme à cette expérience au bout de 79 années de collaboration avec le service public. Je vois deux sortes de colombophiles. Il y a des colombophiles qui sont passionnés par le sport et par le pigeon. Et il y a vraiment des businessmen aussi. La différence entre les deux, c'est que 95% sont des colombophiles passionnés et il y a aussi les 5% qui peut-être sont aussi passionnés, mais la première chose pour lui est le business. Le summum de la colombophilie de concours, la colombophilie où on mesure les performances du pigeon, elle est belge. D'où, effectivement, peut-être cet aspect qu'on a encore, que nos pigeons sont
extrêmement coté dans tous les pays du monde. On va s'intéresser à une vente aux enchères hors normes qui a lieu ce week-end en Belgique. Un éleveur de Wevelgem met en vente sa collection de pigeons et l'un de ceux-ci est parti pour la somme record de 360 000 €. Le marché de la colombophilie est en plein essor. Il est certain en effet que les pigeons de lignée prestigieuse ou qui ont accompli de grandes performances suscitent l'intérêt principalement des Chinois. Quand on interroge les Chinois sur la colombophilie, à part sur les prix qu'ils veulent bien donner pour les pigeons, ils sont assez peu ouverts. Il faut aussi savoir que la colombophilie est encore en Chine un domaine fermé, puisqu'il y a des grands essais colombophiles qui se font au niveau de l'armée. Il y a même toute une ville, Chengdu, qui est consacrée à ça, donc où des colombophiles militaires continuent à entraîner des pigeons à des fins militaires. Et moi, je dis même à des fins autres que militaires, parce que c'est évident que ce que les Chinois cherchent pour le moment, c'est le clone du pigeon parfait. Et je crois que ce n'est pas de la science-fiction. On connaît le génome du pigeon, comme celui des perruches ondulées, on le connaît parfaitement. Donc on pourrait très bien reproduire des pigeons génétiquement, sans avoir de réels pigeons initiaux. Ils ont une organisation colombophile qui est assez différente des autres dans le monde. C'est-à-dire que les Chinois travaillent énormément en loft. Ce sont des énormes colombiers faits dans des matières, cèdre du Liban, etc. On ne lésine pas sur la qualité d'un loft. Chaque éleveur, mais des éleveurs étrangers aussi, vont amener des tout petits pigeons. Il faut savoir aussi que les Chinois ne jouent que les pigeonneaux, contrairement à nous, où on donne le temps aux pigeons de développer ses capacités sur plusieurs années. L'organisation en loft leur permet d'avoir des énormes colombiers avec quelques soigneurs qui sont en général des gens extrêmement compétents et avec les meilleures souches de pigeons, parfois du monde entier, mais de Chine aussi, parce qu'ils commencent à avoir des souches qui sont extrêmement intéressantes aussi. Et tous les pigeons étant traités de la même façon, ils sont tous pris dans des camions, amenés sur les lieux de lâcher, et puis ils reviennent tous au même pigeonnier. Donc on n'a pas tous ces problèmes de savoir, comme en colombophilie chez nous, est-ce que je suis bien situé, est-ce que je ne suis pas bien situé, est-ce que le vent a soufflé pour eux, est-ce qu'il a soufflé pour nous. On n'a pas tous ces problèmes avec le loft. Tous les pigeons sont absolument traités de façon égalitaire. Les gens pensent qu'il suffit de sortir de l'argent pour acheter Pierre, Paul et Jacques, et on n'est pas plus avancé. C'est la performance du pigeon avant tout. Ils sont même prêts à l'heure, il y en a qui se sont déjà coincés pour dopage, et en maintes reprises. Donc bien la preuve par là qu'il n'y a plus d'amour du pigeon, puisque automatiquement, où vous commencez à doper vos pigeons, il ne faut pas me parler d'amour du pigeon. Pour moi, la passion est derrière. Concernant le doping, ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas dans le sport. Ça existe, sauf on doit le contrôler. Pourquoi on doit le faire? Pour avoir la même possibilité entre les personnes qui jouent. Quand une personne qui joue avec le pigeon sans doping et une personne qui joue avec le doping, ça donne des résultats qui ne sont pas équilibrés. Aussi, on doit garder le bien-être du pigeon. Quand on donne de doping à des pigeons, on a des problèmes avec le bien-être et la santé. On doit essayer de stabiliser ce problème. Ça veut dire qu'on doit avoir une balance entre les colombophiles qui commencent à jouer et les colombophiles qui arrêtent à jouer parce qu'ils sont morts, ils sont malades ou ils arrêtent pour des autres raisons. La fédération, elle devrait nous montrer des colombophiles qui arrivent avec peu de moyens, avec peu de pigeonniers, et démarrer une colombophilie très saine qui permet d'aller en vacances, qui permet encore de s'amuser. On peut jouer en tandem. On n'est pas obligé d'avoir des pigeonniers de 40 mètres de long. On peut jouer tout simplement.
Moi, j'ai commencé à jouer à pigeon avec papa et Michel Livin, le cousin de mon papy. Et donc, quand mon papy est décédé, papa a demandé à Michel Livin pour aller jouer avec lui. Ensuite, moi, j'allais aider 2-3 fois papa, j'allais nettoyer, etc. Puis j'ai commencé à prendre goût. Quand papa s'est blessé au travail, donc j'allais vraiment tous les jours, tout le temps. Au fil du temps, Michel il m'apprenait à prendre les pigeons en main, papa aussi. Ensuite, je commençais à leur donner à manger, puis j'allais les enloger avec eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre goût. Pour moi, pour un jeune qui commence, si papa n'avait pas été là pour qu'on puisse jouer en tandem, je n'aurais pas su commencer tout seul. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a le prix des installations. Mais quand vous avez les installations, vous n'avez encore rien, vous n'avez pas de pigeons. Là, il faut essayer de cibler quelques amateurs qui jouent bien pour aller chercher quelques bons pigeons. Les bons pigeons ne sont pas donnés. Ils sont très excessifs pour avoir vraiment des pigeons de qualité. Quand vous avez les pigeons, que vous avez l'installation, il faut encore seulement les soigner. Donc c'est-à-dire tout ce qui est complément nutritionnel, que ce soit pour le jeu, que ce soit pour la mue, que ce soit pour l'élevage, c'est toute l'année. Ce qui revient maintenant à dire que la colobophilie reste pour moi quelque chose de très onéreux. Les jeunes amateurs, il n'en aura plus, parce qu'on ne les aide pas non plus, et ça coûte très 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 cher. Il faut le portefeuille pour jouer aux pigeons, sinon, si on ne fait pas de prix, vous êtes foutus. Pour moi, ça devient de plus en plus coûteux. Notamment les frais de transport, quand on enloge nos pigeons. C'est tout ce qui est alentour de la colobophilie. Il n'y a pas que les pigeons. Le financier, c'est vraiment pas donné. Et donc, par exemple, pour enloger les pigeons, en Belgique, ici, ça coûte quand même cher. Ensuite, les médicaments, si on a des pigeons malades, ça coûte aussi. La nourriture et aussi le pigeonnier. Des bons pigeonniers, ça coûte cher. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui puisse nous aider, ou alors commencer tout doucement et puis au fur et à mesure monter. J'ai démarré tout doucement. J'avais à ce moment-là une petite cagnotte et je crois qu'on doit rester sur des bases saines, être tout petit, apprendre à aimer les pigeons, à connaître les pigeons et ensuite jouer. En Wallonie, maintenant, il n'y a plus beaucoup de colobophiles, donc il faut regarder un petit peu le concours qu'on joue. Hein. Et pour nous, ici, en Wallonie, le plus beau à faire, c'est de jouer au-dessus de 600 km. Sinon, plus court, c'est très dangereux de se classer. Même avec des beaux pigeons, il fait dur. Cette année-ci, on avait plus misé sur les juniors et vraiment essayer de jouer plus loin, un petit peu plus loin. Et donc ici à Montélimar, on a mis 5 pigeons dans le top 50. On a fait 2e national, 11e national et un 8e pigeon 163e national. Mes parents avaient des pigeons de pied. J'allais régulièrement voir les pigeons. Ils étaient mes confidents, mes amis. Je leur racontais mes peines, mes joies. Et ensuite est venu l'amour du pigeon et l'amour de jouer à pigeon. Et je vais vous dire franchement, aujourd'hui encore, lorsque j'ai une contrariété ou n'importe, eh bien je vais au pigeonnier et je parle à mes pigeons. Je raconte mes soucis, mes problèmes. Voilà, pour moi c'est ça les pigeons. C'est mon maître d'école qui m'a montré comment est-ce qu'on jouait aux pigeons. Et je pense que pour jouer en colobophilie, il ne faut pas avoir de l'argent pour pouvoir financer tout ce qu'on a envie de faire. J'estime qu'un petit colobophile, il peut aussi bien arriver qu'un qui a bien les moyens. Ce qui me plaît bien aux pigeons, c'est quand je dois revenir et voler. C'est ça. Et quand on a ça dans la tête, on ne sait plus s'en passer. Hein. C'est pire qu'un fumeux. Hein. Je dis toujours, la colobophilie, c'est un mode de vie. C'est ce qui m'a sauvé un petit peu de la maladie que j'ai eue. Hein. Et le moral que j'ai eu, c'était pour ma bête. Hein. Parce que lui, il m'avait fait partir. Et le lendemain, il m'a demandé ce qu'il était papa. J'étais ici dans mes pigeons. Hein. C'est ce qui m'a fait remonter un petit peu, c'est le mort de mes pigeons. Hein. Il y a ce lien avec l'homme qui fait que, quelque part, un petit peu pour lui, il revient. Oui, ça j'en suis persuadée. Or, dans les lofts, ça vous n'aurez jamais. Il ne reviendra pas pour un colombophile, il ne les connaît pas. Dans certains lofts, il n'y a même plus aucune manipulation de l'animal. Mes pigeons, ils me reconnaissent, il n'y a rien à faire. Ils sont soignés au père d'épouse tout le temps. Hein, ça. Et je suis remercié, ils savent. Hein. Quand je les vois revenir, je suis tout heureux. Hein, ouais, ça. Mais s'il me manque un, il va remonter 10 fois, voir s'il est venu. Ah, ouais. Ben, je viens voir souvent, c'est quelquefois qu'il revient venir. Hein. Ben, bon, ouais. Il faut l'avoir là. Hein. Si malheureusement j'en perds un, eh bien, pendant plusieurs jours, je vais regarder la place où il était mis, son casier, je pense à lui.
je me dis, il est peut-être à 200 km, il est peut-être tout près, j'ai du mal à perdre des pigeons. C'est pour ça que j'essaye que quand je mets un pigeon au concours, qu'il soit au top pour ne pas le perdre. La chose qui me tient vraiment à cœur, et c'est pour ça que c'est de rester avec papa dans le jardin. Passer un moment et on ne discute pas de pigeons, on attend le pigeon. On discute de tambour, on discute de la famille, on discute de... Voilà quoi, voilà. Avant tout, c'est aussi pour ça que je viens. Évidemment, il y a l'amour du pigeon, sans quoi je ne viendrai pas, bien évidemment. C'est des moments que je retrouve avec. Et ça, c'est incontournable quoi. On ne se prend jamais la tête pour quoi que ce soit, mais quand on se prend la tête, c'est pour les pigeons. Dans la colombophilie, je pense que la passion pour le pigeon est le plus important. Ça veut dire que la passion doit être numéro 1 dans notre tête. Je crois que, à l'extrême, je suis un mauvais colombophile. Parce que j'aime trop les pigeons, j'aime trop la nature, la façon simple de les soigner, et je néglige un peu les façons modernes. Hein, les cures, les vaccins. Je me suis promis de changer, mais changer l'homme peut être très difficile. Au début de notre mariage, on a cherché une maison pour s'installer. Et c'est d'abord les pigeons qui sont entrés les premiers dans la maison. C'était les pigeons installés dans le grenier à cette époque-là. Donc j'ai toujours connu les pigeons à la maison, toujours. Eux vont en vacances, ils vont une semaine en vacances, mais sans moi. Moi, je reste ici, tout seul. Soigner les pigeons. Et moi, je pars, oui, avec des amis, avec mes enfants, mes petits-enfants. Parce qu'il n'est pas question de laisser les pigeons même à un ami. Hein. Il faut qu'il soit là, c'est lui qui doit gérer tout ça. On perd des amateurs et tout ça, mais les gens... Ils aiment bien d'aller en vacances aussi maintenant, hein, par rapport à avant. Dans le temps, on n'avait pas les moyens d'aller en vacances. On n'y allait pas en vacances, on ne pensait pas aux vacances. On part un week-end, on part une journée, mais pas plus. Hein. Quand il est 18h, ça y est, on y va, les pigeons ont faim. Ça, il y a 50 ans que je l'entends. Et maintenant, si vous allez travailler dans une usine, et les gens, la première des choses qu'ils vous demandent, pendant tes congés payés, tu as été où en vacances? Et que dans le temps, ça n'existait pas, ça. Hein? C'est quand on a acheté pour nous qu'il a acheté un colombier et que ça s'est développé. Je pensais qu'il allait s'arrêter un jour, mais non, ça, au contraire, tout s'est développé et voilà. Quelquefois, je me dis même, est-ce que tu es encore vraiment un colombophile comme les autres? Je suis quelquefois effrayé par la passion exagérée de certains amateurs. Et je dirais même, chez certains, ça devient de l'addiction. Le jour qu'il n'y en aura plus, c'est qu'il ira mal pour moi. Rien à faire quand là, c'est une maladie, hein, le pigeon. Et j'aime bien mes pigeons. Moi, je ne joue pas à pigeon pour ça, je joue parce que j'aime bien mes pigeons, mais rien à faire. L'argent, ça reste important, parce que ça coûte aussi, il y a des concours, etc. Mais l'argent, ça doit être sur le deuxième niveau dans notre tête. La passion, c'est le plus important et on doit aider toutes les choses qu'on peut faire dans la RFCB pour garder cette passion pour ce pigeon et pour le bien-être de ce pigeon. Moi, je crois encore que l'avenir du bicolombophile, c'est ça. C'est que le pigeon, quelque part, dans toutes ces équations extrêmement compliquées, on dit revient parce que, bon, génétiquement, parce qu'il est éduqué, parce qu'il est adoué, parce qu'on lui donne de la nourriture, parce qu'il sent le pôle, etc. Et on oublie toujours de dire, le pigeon, il revient un peu pour moi. La colombophilie devient pour certains davantage une activité juteuse, avec des dérapages prévisibles lorsque l'argent entre en jeu. Mais son entrée dans le monde du business et du multimédia ne devrait pas empêcher cette pratique de rester pour beaucoup une passion et même parfois un art de vivre.
Car fort heureusement, il reste des amateurs dont l'unique bonheur tient à leur amour des pigeons dont ils espèrent faire des champions. En les regardant voler, en jouant à pigeons selon la formule consacrée, chaque colombophile poursuit ses rêves.